Rebonjour mes gars et mes go, c'est la suite du podcast précédent. Et je voulais ajouter en plus, vu notre époque qui est full technologie, qui est full TikTok, qui est full Pinterest, Instagram, pour être un bon créatif, tu es obligé de devenir un pro en marketing, un pro en communication, un pro en vente, un pro en logistique, etc. Donc déjà, on peut plus créer juste pour créer parce qu'on a envie de créer. On est obligé d'être bon dans tous ces domaines pour que ce qu'on fait soit vu. Et si on sent le besoin et on pense que c'est nécessaire que ce qu'on fait, ce qu'on pratique, ce qu'on ressent, ce qu'on exprime, peut être vu par le plus de personnes possible, il faut maîtriser v'là les casquettes. Mais la question reste la suivante. Est-ce que devoir avoir toutes ces compétences-là, au final, ça tue pas la création? C'est-à-dire que lorsque tu deviens un gars qui fait du marketing ou qui fait de la communication, le but de ton taf ou de ce que tu vas présenter au monde, ce n'est pas que les gens y comprennent premièrement ce que tu fais, mais le résultat est corrélé au but. C'est-à-dire que la communication ou le marketing, c'est de faire en telle sorte que le produit il soit vu et il soit acheté par beaucoup de monde et que les gens aient envie de se procurer, c'est un truc palpable. Mais l'art, c'est différent. L'art exprime juste quelque chose que les gens qui comprennent, ils prennent, que les gens qui ne comprennent pas, ils se posent la question dessus pour trouver les réponses ou pour redécouvrir les réponses qui sont cachées en eux. Et lorsque tu es obligé d'avoir toutes ces casquettes, que je sois communicant, agent marketing, il y a un très gros risque que lorsque tu comprennes comment ça fonctionne, ton art soit plus pur comme avant. Il soit travesti pour atteindre, les 10K d'abonnés et pour après rentabiliser sur la création que tu fais. Je ne juge pas ceux qui le font et je pense qu'il y a un très gros risque à le faire. Mais c'est pas parce qu'il y a un risque qu'il faut pas le faire. Mais ça repose encore une question. Est-ce qu'on doit traverser ce qu'on fait pour qu'il y ait un gros public, ou est-ce qu'il faut être tellement différent que peu importe le temps que ça va prendre, les gens qui comprendront comment ça fonctionne, comment ça marche, ils viendront s'abreuver entre guillemets de ce que tu fais. Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut réfléchir. Et comme je vous ai dit, ce type de podcast-là, je le fais à chaud. Quand j'ai un truc qui me passe en tête, je parle de ça. Donc, j'ai pas forcément beaucoup de recul, mais c'est ce qui est bien, c'est que vous avez aussi. Comment je pense, comment ma pensée fuse dans ma tête en temps réel. Je sais pas quand ça va sortir, mais j'ai envie d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et encore, le pire de ce problème-là, c'est que ça touche encore à un autre problème. Est-ce que dans ce fucking monde capitaliste, on peut créer sans avoir la contrainte du chiffre, sans avoir la contrainte d'être vu, ou encore sans la contrainte de produire beaucoup pour que notre travail soit mis en avant. Je commence par créer pour être vu, créer pour être mis en avant. Pour moi, je pense que ça a toujours existé, que ce soit depuis Léonard de Vinci, l'époque des Médicis, l'époque en Italie. En gros, c'était des riches qui mettaient en avant des artistes et les artistes, ils faisaient des toiles. Et en fonction de l'artiste que les Médicis, entre guillemets, ils géraient, ça montrait leur puissance, ils finançaient les artistes pour montrer qu'ils étaient forts, etc. Moi, je pense que ça a toujours existé. Je pense qu'au début, il faut faire de la quantité, peu importe les époques, pour pouvoir arriver à un certain statut. 1. Pour maîtriser quelque chose, il faut environ 10 000 heures. D'après la théorie. 2. Si tu veux atteindre la forme maximale de ton art, il faut répéter beaucoup de fois, quitte à trouver ton truc toute une vie. Et je pense qu'actuellement, le problème, il a juste changé de forme. Et par rapport à avant, je pense pas qu'il y ait une trop grande différence. Par exemple, les grands peintres ou les grands sculpteurs de l'époque, ils devaient être des bons communicants, des bons humains, des bons vendeurs pour pouvoir donner envie à des riches familles de payer ce qu'ils font, de pouvoir être entretenus par des gens riches et en échange, ils régalaient les gens qui les finançaient en guillemets. Par exemple, je dis n'importe quoi. Hautemann, il va faire un tableau pour un Médicis, il va faire, Ashley Brandon. Là, on se met dans le 16e siècle. Hautemann, c'est un peintre du 16e siècle hollandais, il est dans le réalisme, etc. Je sais pas si c'est le bon truc, mais bref, vous avez capté. Il va dessiner un Médicis, il va dessiner des chiens dans l'univers, il va dire que chaque chien représente la chance ou les anges qui protègent celui qui le finance. Lorsqu'il va faire ça, de 1, il aura les bonnes grâces, puisqu'il a mis bien le gars, il a fait ses éloges, etc. Et ça va lui permettre d'être financé de plus en plus et pendant longtemps. Et à notre époque, c'est la même chose. Sauf que on est obligé de, entre guillemets, draguer l'algorithme, draguer les gens pour qu'ils restent là, pour qu'ils restent à l'affût, pour qu'ils continuent à me donner de la force. Et la force qu'ils vont nous donner à travers les vues,
lorsque tu as 10K sur TikTok, par exemple, ça te permet d'avoir des sous de côté. Ensuite, cette forme-là, ça a encore changé. Et maintenant, on a un autre problème ou un autre avantage, c'est qu'il y a l'IA. À mon avis, l'IA, en soi, c'est pas forcément un problème tant qu'elle est bien utilisée. Par exemple, pour nous qui faisons des podcasts ou des podcasts un peu instructifs sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, les recherches qu'on fait, par exemple, si tu maîtrises bien le serveur et comment l'IA fonctionne, tu peux faire des recherches hyper deep, très très rapidement pour proposer le meilleur contenu. Mais à la différence de l'IA, là où l'IA va te donner des blocs de connaissances, en fonction de qui reçoit l'information, de qui la transmet, il y aura une différente manière d'en parler. Par exemple, certains vont utiliser l'éthos, certains vont utiliser les sentiments, certains vont utiliser la logique, certains vont utiliser la morale pour expliquer les problèmes, le thème qu'ils veulent. Je vous prends l'exemple de mon podcast sur le Met Gala. J'ai parlé en tant que personne noire avec un peu d'éthos, moralité, un peu de pathos, un peu de sentiments, un peu de rigolade et un peu de... J'ai oublié le dernier, mais un peu de logique. J'essaie de mixer tout ça avec un aspect sociologique, un aspect philosophique, tout en donnant mon avis pour que ce soit le plus clair possible. Et avec l'IA, on peut avoir ça en x10, en x1000. Donc de 1, l'IA a plus de connaissances que nous, même si on utilise l'IA, en tout cas une infime partie de l'IA pour transmettre notre art ou lui donner du poids pour que tous ceux qui écoutent comprennent beaucoup mieux ce qu'on veut dire. Il y a cette contrainte-là qui va arriver. C'est que ceux qui veulent faire, par exemple, des vidéos pour instruire les gens, tu auras juste à payer un logiciel qui va te créer un robot qui va dire ce que tu veux dire mieux que toi, qui va donner plus d'informations que toi sur ton sujet, qui va être plus performant que toi et qui va être plus intelligent. En tout cas, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence liée à la culture, l'intelligence liée au savoir. En tout cas, la masse d'informations que il ou elle peut transmettre, l'IA surpasse ça. Je donnais un avantage et un inconvénient. On va aller sur l'inconvénient. C'est que l'IA va arriver à un certain moment où on n'aura peut-être même plus besoin de créer en tant que tel. Tu vas donner les informations précises de ce que tu veux et l'IA va s'occuper de donner forme à ton art. Si tu es peintre, tu donnes v'là les détails. L'IA va faire ça. Les vlogs, on n'aura même plus besoin forcément de vivre les événements qu'on raconte. Tu donnes le max d'informations à l'IA. L'IA va créer tout ça. C'est comme sur TikTok actuellement. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des gens qui arrivent à créer des réalités, je ne vais pas dire parallèles ou futuristes, mais qui créent des situations qui auraient pu arriver dans la vraie vie ou des situations qui vont jamais arriver, que ce soit Spider-Man qui interviewe Alexis Chen, qui lui pose des questions et Alexis Chen dit « OK, body count ». Et un daron vient et dit « Ouais, Charola, président ». Ils arrivent à créer ces réalités-là ou même les réalités antérieures. Par exemple, j'avais vu un truc aussi sur TikTok. C'était un gars qui avait réussi à, entre guillemets, imager ce qui se passait à l'ère des pyramides, à l'ère des pharaons. Et il y a un gars qui vlog le taf des gens qui ont créé les pyramides, ou par exemple dans la Bible, lorsque Jonas il avait été graillé par le poisson. Donc on va arriver à un niveau où l'IA sera même capable de retranscrire et de mettre des images sur des époques qu'on n'a pas vues, que l'histoire n'a même pas pu certifier l'existence de ces époques-là, et qu'on n'a pas de documents à part les livres religieux, les textes religieux. Donc ça sera chaud. Et vous allez me dire, comment on va régler ça? Je sais pas. Je sais pas comme vous. Il est 5h25. Je ne sais pas comment ça va se passer et j'ai pas le recul. Mais je me dis que c'est aussi une occasion. Il faut voir aussi le défi dans la question, la problématique. C'est que si l'IA a plus de connaissances que nous, peut-être que l'enjeu, ça va être la sincérité et l'homme, ou plutôt l'humain qu'on va mettre dans notre œuvre pour que ceux qui regardent, celles qui regardent, soient captivés et comprennent le mouvement. Ou ça sera peut-être la fin du cycle de la création à distance et on va revenir à ce qui se faisait dans les siècles antérieurs ou les années antérieures, à tout ce qui est pop-up, à tout ce qui est vente de CD, à tout ce qui est expo où les gens viennent pour en parler. C'est-à-dire, on va dire que à l'époque de nos darons, il y a 50-30 ans, tout se faisait en face-to-face. Si tu veux draguer quelqu'un, tu vas parler avec lui dans la vraie vie. Si tu veux avoir un coup d'un soir, tu vas parler avec la personne dans la vraie vie. Il n'y avait pas de Tinder, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Snapchat qui te permettait de faire ça à distance. Si tu veux vendre ta musique, je prends l'exemple de 50 Cent. Dans le livre qu'il a coécrit avec Robert Greene, il disait qu'à son époque, tout ce qui est CD, c'est lui qui allait vendre ça en main propre. Lorsqu'il voulait avoir des prestations, il n'envoyait pas un message ou un DM sur Insta à celui qui gérait l'événement. Il partait en boîte, il discutait avec le DJ, il s'entendait bien avec lui et il mettait ses sons en boîte, etc. pour que ça pop et que les gens, ils écoutent et ils valident. Et ça lui donnait aussi un autre aperçu et une potentielle estimation de comment ce son pouvait péter.
Parce qu'aux States, c'est la culture des bars, des street clubs. Lorsque ton son est beaucoup joué en street club, ça te donne de la notoriété et tu peux à peu près calculer si ton son va pop dans la ville et plus globalement dans tous les États, dans les 50, dans les 50 États. Voilà. Donc, à l'ancienne, c'était du face-to-face, c'était de l'humain à humain. Au fur et à mesure avec la technologie, je pense pas que ce soit un problème en tant que tel, mais on a beaucoup plus de facilité que ce soit à sociabiliser. En tout cas, il y a beaucoup plus de moyens pour le faire. Est-ce que ça a arrangé les choses et que ça a rendu les gens plus sociables? Je ne pense pas. Voilà. Avant, les gens, ils cherchaient des relations de travail dans la vraie vie. Maintenant, il y a LinkedIn qui fait le taf. Bref. Donc, ce qui va changer, ça sera, je pense, plus tout ce qui est humain, tout ce qui est venu parler avec les gens en vraie vie, faire des concerts. Par exemple, je sais pas si vous savez, mais la stat des concerts a triplé, a quadruplé. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de ras-le-bol. Les gens en ont marre de tout ce qui est virtuel et ils veulent revenir à la réalité. Mais comme ils sont accros à leur téléphone et qu'ils savent peut-être plus comment gérer les interactions dans la vraie vie, les gens préfèrent continuer à rester sur les tels où ils ont maîtrisé peut-être le karaté pour bien, je sais pas, pécho, bien vivre, mais à travers la réalité virtuelle. Et je pense qu'en tant que créatif, il faut savoir jouer avec les deux milieux. Mais je pense qu'on va avoir un retour brutal à tout ce qui se faisait dans la réalité, le palpable, etc. Je le sens, c'est mon intention, c'est peut-être l'intention ou peut-être le move que je vais faire prochainement. Mais tous les créatifs qui m'ont écouté jusqu'à là, je pense que les gars, il faut qu'on réfléchisse aussi à comment promouvoir notre art dans la vraie vie et bien le faire. Parce que je pense qu'il y aura un retour à ça. Et j'ai l'impression que les gens, ils ont de plus en plus envie d'être dans la vraie vie, mais pas forcément à travers eux-mêmes, mais à travers nous. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque toi qui écoutes le podcast actuellement, il y a une star qui te plaît ou il y a quelqu'un que tu aimes sur TikTok, soit c'est parce que la personne a une personnalité que tu potentiellement aimerais avoir, ou soit la personne fait des choses que tu aimerais faire. On part sur ça. Et les choses en question que celui ou celle que tu admires fait que toi aussi tu aimerais faire, ce serait peut-être avoir un bon style vestimentaire, avoir beaucoup de projets, avoir beaucoup de style. Et ce que la personne a, que tu aimerais avoir ou aimerais faire, c'est quelque chose que la personne, la plupart du temps, a développé dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On a envie ou on aime faire ce qu'on ne fait pas nous-mêmes ou ce qu'on ne peut pas faire. La différence, c'est que ce que la personne a fait, c'est qu'elle a littéralement fait ça peut-être dans la vraie vie, c'est palpable. Et les résultats de ce long travail que il ou elle a fait, c'est ce que toi tu vois et que tu kiffes. Par exemple, les gens qui vont aimer, je sais pas, A$AP Rocky, Travis Scott, parce qu'ils sont bons en concert, peut-être qu'ils aimeraient aller en concert, mais le fait qu'ils soient full dans les réseaux sociaux, c'est comme s'ils vivent leur projet à travers les gens qu'ils apprécient. Et le fait que ces personnes-là même font ce que ceux qui regardent aimeraient faire, c'est comme s'il y a une satisfaction minime dans le fait que quelqu'un arrive à faire ce que tu aimerais faire. Donc, tu l'aimes par rapport à ça. C'est deep, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce qu'on fait avec admiration, qui ne nous aiment pas forcément, mais qui projettent leur projet à travers les actions qu'on fait ou qui aimeraient faire ce qu'on fait, mais comme on le fait déjà, ils ont une certaine satisfaction à le faire. C'est comme les gens qui regardent les films pour adultes, quoi. Ils regardent quelqu'un faire des bails et ils s'imaginent en train de faire les bails et il est content. Au final, c'est juste un écran de fumée. Bref, voilà. Moi, je pense que le truc, ça sera peut-être de tourner vers ça et je pense que ça sera ça. Il faut qu'on revienne dans le réel parce que les gens ont besoin d'authenticité. Et même, c'est ce qui marche le plus sur TikTok, hein. Les gens qui font des trucs de Golemont, sans préparation, sans préparation apparente. Les gens qui s'insultent de manière très virulente, les vidéos de fight où les gens qui se battent. Certes, c'est brutal, ça peut être vu comme des actes de barbarie en fonction du contexte de la vidéo, de l'art, etc. Mais c'est réel, c'est brutal, c'est réel, c'est soft, mais c'est réel. Et j'ai l'impression qu'avec les réseaux, il y a un écran de fumée entre ce qui est réel, ce qui est virtuel, et les gens veulent aller vers le réel. Donc je pense que les gars, le mieux, ou en tout cas ce qui va arriver, c'est qu'on va tous se pencher vers le réel et on verra de mieux comment ça va se passer. Voilà. J'ai plus rien à dire. C'était cool de parler avec vous. Ceux qui ont écouté jusqu'à là, merci beaucoup. Donnez-moi vos avis sur la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Et on continue. Merci beaucoup et à la prochaine.